Welcome to everybody. Thank you so much for joining us today to have a conversation. Donc, c'est une conversation pour fêter ensemble en 2020 la Journée mondiale de la biodiversité. Nous nous trouvons ensemble dans un contexte tout à fait inhabituel, dans des temps très spéciaux, très incertains, mais on voulait quand même fêter la Journée de la biodiversité. Cette année, le thème, c'est « Nos solutions sont dans la nature ». Donc, nous sommes ensemble et pour être sûrs de pouvoir relier ce qui se passe dans le monde, cette pandémie et la biodiversité. Donc, je vais vous poser certaines questions. Vous pouvez évidemment interagir entre vous et je vais commencer en posant une question à Eduardo Brundisio, qui est co-président du rapport global de l'IPBES, publié il y a exactement 1 an à l'UNESCO et qui a donné des recommandations clés aux décideurs et au monde entier sur l'importance de la biodiversité. Donc je commence par vous, Eduardo, et je voudrais que vous nous disiez ce qui s'est passé depuis que ce rapport a été publié. Donc, cette manifestation était très importante il y a 1 an. Pendant cette pandémie, beaucoup d'entre nous se sont demandé s'il faut mettre de côté la biodiversité et le changement climatique parce que nous sommes confrontés à un autre problème. Mais en fait, tout cela est interconnecté. Donc, félicitations d'avoir mis tout cela ensemble, surtout maintenant. Ça a été un an extraordinaire pour ce qui est de l'impact de notre évaluation. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu cet impact? Et pourquoi est-ce que c'est tellement important et pertinent aujourd'hui? Nous avons fait une évaluation de certains aspects de la biodiversité, mais nous avons aussi raconté une histoire de lien entre ce qui se passe dans l'environnement et nos valeurs. Et c'est pour cela qu'il y a eu cet impact, parce que ça raconte quelque chose à nous tous. Donc je pense que pendant cette année, nous avons vraiment focalisé sur la biodiversité. Nous avons pu montrer au niveau global, sans ignorant les différences régionales, les différents états de dégradation de la biodiversité. Et c'est devenu évident pour les gens. Comme ils ont vu aussi qu'il y a un impact des changements climatiques. Et nous avons aussi fait un lien avec les conséquences. Nous avons montré jusqu'à quel point nous avons changé la biosphère et que nous sommes en train d'affaiblir le fondement de notre sécurité alimentaire, de notre eau, d'une façon tout à fait inégale aussi. Et c'est un autre message important et c'est pour cela qu'il y a eu cet impact. Parce que ceci parle vraiment à la réalité que les gens vivent. Et une troisième dimension, c'est la réalité de la nature, la valeur de la nature. Nous avons montré que c'est tellement important pour notre bien-être. Les citoyens, les administrations publiques, les sociétés privées, le G7, le G20, le Forum économique mondial, ils ont compris que la biodiversité est essentielle, que c'est une grande valeur. La nature a une grande valeur pour nos vies. Et pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui? Pour 3 raisons. Nous avons apporté cette perspective historique et c'est clé. La réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, c'est là depuis des décennies. Nous avons agi, mais pas suffisamment pour changer. Et donc, cet impact qui est là depuis quelques années est cumulatif. Et cette pandémie de Covid nous montre que nous vivons dans un monde interconnecté et c'est quelque chose que nous montrons. Nous devons avoir cette perspective historique
du comment de ce développement. Quels sont les risques que cette interconnexion a créés? Deuxième raison de cette pertinence aujourd'hui, c'est que ce rapport nous donne une compréhension scientifique, un fondement scientifique. Les ODD, la pandémie, la biodiversité, tout le changement climatique, tout cela est interconnecté. Et dernièrement, nous proposons un cadre inclusif pour parler du changement transformatif. Comment récupérer un monde qui est vraiment durable. Donc c'est formidable de regarder sur cette année, de voir jusqu'à quel point nous avons contribué et nous sommes vraiment à la hauteur de ces défis. Merci beaucoup, Eduardo. C'est très utile de voir ce progrès qui a été réalisé depuis un an et le rôle de la science, des scientifiques, des chercheurs qui ont su analyser les facteurs clés de la perte de la biodiversité et jusqu'à quel point c'est crucial. Surtout cette année, Elisabeth, vous êtes secrétaire de la Convention de biodiversité. C'était une excellente année pour la biodiversité, 2020. Vous étiez en négociation pour l'agenda post-2020 et tout ceci a été perturbé, retardé cette année à cause de la pandémie. Donc ma première question est la suivante. Ces négociations que vous menez au sein de la Convention sur la biodiversité, la CBD, qu'est-ce que cela nous apprend, cette pandémie? Prenons une petite pause. Quelle est votre analyse de ce que vous avez appris dans ces temps incertains? Elisabeth Marumamrema. Merci beaucoup. Cette année extraordinaire pour la biodiversité continue, s'est élargie. Il y a non seulement en 2020, mais aussi l'an prochain. Pourquoi l'an prochain? Heureusement, la situation avec tous ces retards des différentes réunions, des processus, et on aura 3 grandes conférences des parties liées à la biodiversité l'an prochain. Donc l'importance de la biodiversité pour le changement climatique, pour la certification, ça va continuer, j'espère. 2020, oui, ça a été perturbé, mais toutes les actions continuent. Nous arrivons à nous réunir d'une façon virtuelle. Certaines réunions s'intensifient. En fait, il y en a plus, parce que nous nous sommes rendus compte que nous pouvons nous réunir d'une façon virtuelle à moindre coût, presque zéro coût. Et la pandémie nous a appris aussi que l'humanité met trop de pression sur le monde naturel. Covid-19 nous a réaffirmé aussi que la biodiversité est cruciale pour la santé de l'humanité. La pandémie nous a rappelé des besoins urgents de protéger la biodiversité. En protégeant la biodiversité, nous allons nous adresser aux aspects clés de l'émergence des maladies. Et avec la dégradation des écosystèmes, surtout la déforestation et l'agriculture non soutenable, nous avons vu un déclin de la population et de la richesse des espèces. Il y a plus d'opportunités pour les pathogènes de passer des animaux sauvages et domestiqués à l'homme. Et donc, il faut arrêter de perturber les écosystèmes naturels pour que ces nouveaux pathogènes n'émergent plus et pour qu'il y ait moins de ces maladies émergentes. Dans les mois à venir, les plus vulnérables, surtout ceux qui vivent dans les pays en voie de développement, seront confrontés à la pauvreté, la famine, le chômage, entre autres. Et les gens vont maintenant profiter plus de la biodiversité pour le combustible, pour l'alimentation, et donc l'utilisation
durable de la biodiversité est encore plus importante. Donc le message qu'il faut apprendre maintenant, c'est qu'on ne peut pas revenir à la normale. Notre secrétaire général a souligné qu'il faut rebâtir mieux. On ne peut pas continuer à couper des kilomètres carrés de forêt pour produire du bétail d'une façon intense ou cultiver d'une façon intense. Tout ceci a accéléré le changement climatique, le réchauffement climatique. Il y a beaucoup plus de stress sur les habitats des animaux sauvages et grâce à cela, nous sommes plus ouverts à des maladies zoonotiques. Les gouvernements devraient réagir avec des politiques et des décisions d'investissement qui vont s'adresser vraiment à ces urgences et qui vont épauler la croissance verte. L'agenda de 2030, les ODD, le cadre pour la biodiversité post-2020, l'accord de Paris sur le changement climatique, tout ceci va donner des meilleures opportunités pour un avenir plus radieux. Donc la campagne continue. Allons de l'avant ensemble pour que cette année et l'année suivante deviennent des années excellentes pour la biodiversité. Merci beaucoup, Elisabeth. Et effectivement, il y a beaucoup d'interconnexions. Eduardo a déjà souligné l'interconnexion avec le monde vivant. Vous avez souligné l'importance de continuer le travail sur l'agenda, même si c'est retardé, c'est encore plus crucial aujourd'hui. Et je voudrais maintenant poser une question à Shamila Nair Bedwell, qui est sous-directrice générale pour les sciences exactes et naturelles à l'UNESCO. L'UNESCO participe à ces négociations en cours dont Elisabeth a déjà parlé. La convention, le post-2020, tout cela, et c'est un des partenaires de l'IPBES, une des quatre agences des Nations Unies qui participent à l'IPBES. Eduardo a parlé déjà de son rapport avec ses recommandations. Et l'UNESCO a beaucoup de programmes scientifiques qui travaillent sur la biodiversité, comme le MAB par exemple, l'homme et la biosphère. La crise actuelle et cette période que nous vivons ensemble, est-ce que cela change la façon pour l'UNESCO d'examiner la biodiversité dans ses programmes, dans les mois et les années à venir? Merci Myriam, bonjour à vous tous. C'est un plaisir de vous voir tous et c'est aussi un plaisir de voir que toutes ces idées et ces pensées convergent. Pour répondre à votre question, Myriam, oui, la crise nous rappelle que nous avons besoin d'une approche futuriste. La constitution de l'UNESCO appelle de bâtir la paix dans les esprits des femmes et des hommes. Comment peut-on le faire si on ne peut pas assurer l'égalité d'accès aux valeurs que la biodiversité nous propose aujourd'hui? Tous les hommes, toutes les femmes dépendent complètement de la biodiversité. Et cette approche multidimensionnelle, futuriste, nous exige de changer les valeurs humaines et notre relation. La crise agricole, la crise d'alimentation doit être changée en changeant l'approche culturelle pour une utilisation durable de la biodiversité. Il y a un lien entre la nature et l'homme. Cette pandémie l'a démontré. Et donc le rôle de l'UNESCO par rapport à cette crise, c'est d'améliorer la compréhension de ceci. La science à l'UNESCO est présente depuis le tout début de la création de cette organisation et les programmes scientifiques comprennent toute une série de programmes intergouvernementaux et internationaux. Il y a entre autres la restauration, la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité
par un certain nombre de sites désignés. Et il y a en fait 701 réserves de biosphère dans 120 pays, dans un pays en fait, le Costa Rica. Les réserves de biosphère couvrent 52% du territoire. Donc, il y a une approche tout à fait futuriste. Les pays ont compris qu'il faut préserver ces sites. Il y a aussi les sites du patrimoine, il y a les géoparcs, et tout cela permet aux gens de voir comment ils peuvent vivre en harmonie avec la nature. Tout ceci a commencé tout de suite après la guerre, et c'est 40 ans qu'on a ce réseau de réserves de biosphère. Donc l'UNESCO n'est pas nouveau dans ce jeu de protection de la biodiversité. Je dirais plutôt que les politiques et les stratégies développées sur 40 ans appuient les grands objectifs des ODD dont Eduardo et Elisabeth ont parlé. Le rôle de ces réserves et de ces sites, c'est de promouvoir une intégration harmonieuse entre l'homme et la nature pour une utilisation durable de la nature. Grâce à ce réseau de sites l'UNESCO, avec aussi 80 centres catégorie 2 scientifiques, l'UNESCO fait la promotion de la coopération scientifique parce que nous voyons de plus en plus que la crise est ancrée dans la science et la science est ancrée dans la crise. Il y a une interconnexion entre les deux. Pour comprendre la crise, il faut de la science, il faut comprendre l'importance de la biodiversité pour le bien-être de l'homme. Donc, grâce à nos réseaux d'excellence, de centres, nous faisons la promotion aussi des partenariats avec le secteur privé pour qu'il y ait un consensus quant à la nécessité de la transformation. Nous travaillons aussi sur la création conjointe de la science pour bien comprendre les services proposés par les écosystèmes. Et pour cela, il faut coopérer avec les peuples autochtones. Et nous avons un programme spécial pour cela. Je suis tout à fait d'accord avec Eduardo et Elisabeth. Il faut interconnecter la science, la culture, la communication et l'éducation pour comprendre quel impact nous avons sur la seule planète que nous avons. Il n'y a pas de planète B. Merci. Merci beaucoup, Shamila, de nous avoir parlé du travail de l'UNESCO, du rôle de la science, de la preuve scientifique, de cette information de bonne qualité dont on a besoin pour prendre les bonnes décisions pour l'avenir, tenant compte aussi des connaissances autochtones, parce qu'il est possible de vivre en harmonie avec la nature, comme Shamila l'a dit. Je voudrais maintenant poser une question à Serge Morand. He's a director of research at the CNRS and a field parasitologist. What is your diagnosis of the crisis we're confronted with? You have published a lot of work demonstrating that interconnection. Perhaps you could say a few more words about that. Yes, good day to all. Thank you for the invitation. I'm very impressed to participate in such a high-level panel. I'm a field ecologist. I work with local communities on community health issues and biodiversity. There is a tremendous impact of the loss of biodiversity on zoonotic diseases and their emergence. I mean, this is a message that is difficult to get across. Doctors, veterinarians understand this. But if you look at the COVID crisis, there are still a lot of uncertainties. The uncertainties have to do with the ecology. What's the transmission? I mean, a virus that lived peacefully somewhere in Asia in bats and then met a pangolin or some other intermediate creature and suddenly found itself in a human being.
all of this in Wuhan. But when an epidemic starts to break out in a cluster or a hub of our globalized economy, then it appears everywhere. We have a great increase in the number of epidemics, of infectious diseases, and this is a real acceleration. And since the 60s, there has been a big change in the pattern of epidemics. There are far more pandemics than in the past. And these pandemics are due to the fact that we are so globalized, so much air travel, there were only 330 million airline passengers in 1970, and just a few years ago it was up to 4 billion. So the globalization is also affecting our relationship with animals, with domestic animals as well. We also have an increase in the number of diseases within animals. We have more and more pandemics in agriculture, more and more pandemics of plants. So there's a decline in biodiversity and also a decline in diversity, in cultural diversity, but also biocultural diversity. So I might finish on a last message. Generally speaking, after public health crises, we tend to develop biosafety, biomonitoring, but on the animal side, that simply strengthens industrial husbandry, and small animal rearing farms disappear, and that means that we have fewer genetic races, they're disappearing, we have less biodiversity, and that really is a huge problem. Thank you. Thank you very much, Serge, for your analysis, for that interconnection between the local and the global. Your examples are very telling. The speeding up of globalization and all of the consequences that all of us are now experiencing wherever we may be on the planet. The interconnection between something that happens in one part of the world and its effect elsewhere. But let me come back to Eduardo. You've already talked about the essential importance of research, and you're not the only one, Shamila and Serge also, but doing real evidence-based research in order to obtain information that is verifiable, because we have this period in history with so much fake news. UNESCO has tried to do what it can to do away with the rumors that are propagated, but in this period of uncertainty, in this period of transformation, of transition that we are experiencing, and as Elizabeth has said, we need to build back better. We can't go back to business as usual. So what is the role of science and research in this period of uncertainty and of transition? Bon, je vais quand même répondre en anglais, mais l'intervention de Serge était excellente. Mais tout d'abord, la première règle, c'est qu'il faut confronter la complexité de l'historique de la situation. Il y a tellement de réseaux qui interagissent, et après, il y a cet impact de beaucoup de facteurs que nous n'arrivons pas à comprendre. Donc il faut coopérer non seulement avec d'autres scientifiques, mais aussi avec un public plus large pour mieux comprendre. Confronter les questions qui sont importantes pour la société, nous sommes confrontés à une réalité qui a besoin d'attention. Nous devons transformer la façon de travailler des scientifiques. Troisièmement, il faudrait s'assurer que la science est perçue comme un bien public. Nous avons besoin de connaissances pour résoudre les problèmes. La communication aussi. Nous avons
un rôle particulier à jouer maintenant. Nous devons quitter nos universités, nos laboratoires et communiquer et s'engager avec le public pour démentir le fake news, les fausses nouvelles. Mais il y a une question qui est particulièrement importante. Nous sommes confrontés à quelque chose de très pressant. Comment investir, comment au mieux canaliser nos efforts. Nous avons tous ces fonds qui seront utilisés pour la récupération économique, comment les utiliser au mieux actuellement. La tendance actuelle n'est pas soutenable, n'est pas juste, et c'est devenu évident avec la pandémie. C'est clair, il est clair que nous sommes vulnérables. Nous ne pouvons plus nous cacher de cette réalité. Donc, cette inégalité que nous avons ignorée pendant tellement de temps, comment la confronter? Mais la pandémie nous montre aussi jusqu'à quel point l'homme est capable de s'adapter et désireux de changement quand le changement est nécessaire. Nous pouvons, au nom du bien public, faire des choix très difficiles. Donc, nous avons une démonstration de l'inégalité, mais nous avons aussi une démonstration du fait que nous pouvons travailler ensemble. Ce qui veut dire que le changement qui transforme vraiment est possible. Donc, nous avons une petite fenêtre de temps pour agir, pour éviter la continuation de ce cercle vicieux de changement climatique, pandémie, etc. Et donc, à ce moment critique, où les décideurs politiques sont en train de voir comment utiliser au mieux les fonds sans détruire les conditions socio-économiques actuelles. Bon, tout d'abord, il ne faut pas relâcher sur la politique environnementale et nous devons continuer à attirer attention à ces questions. Les mesures populistes qui peuvent être très attrayantes dans le court terme sont délétères pour le long terme. Ensuite, les subventions, il faut éviter les subventions perverses. Souvent, ce sont ces subventions-là qui créent des problèmes. Et dans les secteurs comme l'agriculture, la sylviculture, l'énergie, l'extraction minière, les subventions peuvent donner lieu à des pratiques de corruption. La pandémie nous rappelle jusqu'à quel point nos activités, en fait, créent des maladies émergentes. Donc, il faut combattre les intérêts particuliers pour ne pas exacerber cette situation. Il y a beaucoup d'alternatives. Nous pouvons convertir ces subventions en incitation pour créer des systèmes socio-économiques qui sont responsables, qui sont transférables et qui sont justes. Dans beaucoup de secteurs, il est possible de renforcer les économies locales et s'adresser aux lacunes qui existent pour ce qui est de l'infrastructure sociale. Les services sociaux sont absents pour une grande partie de la population mondiale. Troisièmement, nous devons penser en termes de gouvernance qui est vraiment participatif, inclusif. Nous avons des cadres en place qui permettraient de planifier les interventions d'une façon qui tient compte de ces interconnexions entre la santé publique, l'économie et le social. Mais plus largement, il y a la question suivante. Quelle est la mesure du succès? Comment mesure-t-on le succès après une pandémie? On parle toujours du produit intérieur brut, du PIB. Et si nous continuons à utiliser cet indicateur, nous allons oublier ou ignorer les implications les plus importantes de cette époque post-pandémie. Il faut incorporer l'environnement dans nos décisions financières.
Il faudrait que la transparence du système économique soit évidente et claire. Et nous, en tant que scientifiques, nous devrons pousser ces mesures, ces politiques de la meilleure façon pour ne pas affaiblir encore plus la biodiversité. Merci beaucoup, Eduardo. La complexité, coopérer avec toutes les parties prenantes, il faudrait que l'agenda biodiversité, le travail des scientifiques et leurs recommandations fassent partie d'un processus de changement, de vrai changement. Je voudrais poser maintenant une question à Elisabeth. Cette crise nous a mis tous en mode pause, mais nous sommes en train maintenant d'envisager les étapes suivantes. Est-ce que c'est une occasion pour vous, à la Convention au CBD, dans les négociations, de penser un peu plus des questions soulevées par Eduardo pour que l'accord futur international soit plus fort? Quelles sont les conséquences de ce retard dans les négociations? Est-ce que grâce à cela, le résultat des négociations sera plus profond, peut-être? Merci beaucoup à Eduardo pour tout ce qu'il a dit. Le fait que les négociations vont durer plus longtemps sur cet agenda post-2020, c'est une occasion positive pour le développement du cadre, pour plusieurs raisons. Il s'agit vraiment de mettre quelque chose de concret sur papier et c'est les deux coprésidents qui mènent le processus et qui travaillent avec des dates butoirs très limites. En janvier, il y avait un projet zéro, on en a parlé fin février, et ça devait être prêt déjà maintenant pour 2 réunions d'organes subsidiaires qui devaient se réunir à la fin du mois, mais tout ceci a été retardé. Donc il y a plus de temps pour les coprésidents de réfléchir, de continuer leur consultation informelle et mettre plus de substance dans le document. Et en plus, bon, évidemment, nous sommes dans une situation de crise, de pandémie, mais cette situation de crise nous a permis de mettre sur la table une meilleure compréhension de l'importance de la biodiversité pour nos vies. Comme Eduardo l'a dit, les scientifiques, nous l'ont compris, nous comprenons mieux la nature, l'impact des activités humaines sur la nature, et je pense que le monde ne va pas nous pardonner si le nouveau cadre ne répond pas, ne réagit pas à cette situation de pandémie en proposant des solutions qui nous permettraient d'éviter des pandémies à l'avenir. S'il n'y avait pas eu cette pandémie, les objectifs, les indicateurs, les objectifs n'auraient pas été aussi forts que maintenant grâce à la pandémie. Donc ceci est une occasion, une opportunité pour nous. En plus, nous avons plus de temps pour bâtir la volonté politique qui est nécessaire, avec une meilleure compréhension et conscience de ce risque zoonotique. Le risque de ne pas protéger la nature est un risque énorme. Et ceci donc va aider les négociateurs à mettre en place des objectifs plus pertinents. Donc je pense que le temps supplémentaire nous permettra, dans la communauté globale, parmi les négociateurs, de bâtir un cadre global de biodiversité qui sera pertinent pour la période post-pandémie. Je pense que le cadre jouera aussi un rôle important pour bâtir la résilience dont nous avons besoin pour réagir aux défis.
Le projet Zéro de janvier avait défini 5 objectifs à long terme d'ici 2050 pour que l'humanité puisse vivre en harmonie avec la nature. Mais ces objectifs font partie aussi des objectifs ODD et sont tout à fait pertinents. Donc la proposition sur la table comprenne la restauration des écosystèmes naturels, prévenir leur fragmentation, leur affaiblissement, pour que les écosystèmes soient plus résilients, plus résistants. Donc en protégeant la nature et en interdisant ou en prévenant le contact entre l'homme et la nature tout à fait sauvage, on peut peut-être réduire la probabilité de maladies futures, de pandémies futures. Il faut laisser la forêt dans l'état. Et les discussions sur le cadre post-2020 va aussi souligner les liens entre la biodiversité et la santé, y compris la promotion de cette approche santé pour tous dont Eduardo a parlé. Le panel annoncé récemment par l'IPBES sur la biodiversité et la santé nous donnera encore plus de connaissances scientifiques. Donc c'est vraiment à l'heure, ça vient à l'heure. Notre expérience de difficultés économiques, nous savons que dans les pays en développement en particulier, il va y avoir des défis encore plus sévères et tout ceci va avoir un impact sur les négociations sur le cadre. Cette pandémie et la réaction internationale vont nous montrer aussi que la coopération internationale est essentielle pour la santé de nos peuples et de nos économies. Le combat contre le Covid-19 nous donne un sens sans précédent de solidarité collective, de communauté humaine, si vous voulez. Et je pense que nous pouvons profiter de toutes ces forces positives dans les négociations pour atteindre les objectifs d'une société saine et d'une planète saine. Donc il faut profiter de ce temps supplémentaire pour s'assurer que le cadre, une fois adopté, tiendra compte aussi de ces perspectives futures, de ces possibles pandémies futures, pour permettre aux pays d'éviter les urgences à l'avenir et pour qu'il n'y ait plus de ces maladies contagieuses. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup de nous avoir expliqué que ce temps supplémentaire permettra peut-être, espérons-le, de mettre en place un accord global plus fort. Et donc je demande à Shamila, comment est-ce que l'UNESCO va jouer un rôle par rapport à cela? Que fera l'UNESCO pour s'assurer que cet accord global sera vraiment ambitieux en dépit de ces difficultés mentionnées par Elisabeth? Quel sera le rôle de l'UNESCO pour assurer que cette ambition soit réalisée, que la biodiversité reste à l'ordre du jour avec le changement climatique tout en haut de l'ordre du jour. Et ces valeurs de solidarité dont Elisabeth a parlé pour s'assurer que la biodiversité est reliée aux valeurs, à la relation entre l'homme et la nature. Donc quel sera le rôle de l'UNESCO dans ce processus? Merci pour la question. Je pense que cette pandémie nous a appris que la science est clé pour une meilleure compréhension de la nature, c'est clé pour une compréhension de la relation entre l'homme et la nature. Mais cette capacité scientifique n'est pas développée d'une façon égale autour du globe. Ceci veut dire que les décideurs n'ont pas toujours des informations précises et fiables sur la biodiversité et ses risques. C'est pour cela
que nous avons lancé une recommandation des Nations Unies pour la science ouverte. C'est quelque chose qui permettrait de réduire ces lacunes de connaissances entre ceux qui ont des scientifiques, de la recherche, des résultats de la recherche, pas seulement sur la pandémie, mais sur l'environnement en général, et ceux qui auraient besoin d'accès à cette information. Donc, nous avons lancé un dialogue global et une consultation sur quelque chose que nous voudrions soumettre au Conseil exécutif de l'UNESCO. Ça sera une recommandation sur la science ouverte, parce que nous croyons que la science est importante, que la recherche est essentielle pour comprendre les relations et les connexions entre la destruction des écosystèmes et les habitats pour la vie sauvage et cette relation avec l'activité humaine. Comment est-ce que l'UNESCO va donc contribuer aux travaux de la Convention sur la biodiversité en coopération avec Elisabeth, son équipe et les experts internationaux comme Eduardo et Serge? En fait, nous allons continuer en tant qu'organisation d'aider les États membres à comprendre et à mieux s'adresser aux facteurs directs et indirects qui contribuent à la perte de la biodiversité. Nous avons en fait reçu une réunion de l'IPBES récemment avec cette optique, parce que nous avons des valeurs partagées. Comment s'adresser aux inégalités et la qualité de nos interconnexions par la biodiversité et les espèces vivantes. Nous voulons créer un nouveau type de mouvement de réconciliation avec la nature, avec le monde vivant, et nous allons le faire par l'éducation, la science, la culture et la communication. Et ce nouveau type d'alliance, les hommes, les femmes pour la nature, c'est très important. Nous devons revenir à ces valeurs de la vie naturelle et donner de la valeur à ce que la nature nous possède. Avoir un consensus global sur ce qui n'est plus possible, ce qui n'est plus acceptable. Nous devons travailler avec des partenaires dans l'éducation, dans la culture, pour accélérer ce processus de transformation et la mise en œuvre des ODD, un tout nouveau mouvement après 2020. Donc c'est pour cela que nous faisons la promotion par nos réseaux, un concept de justesse intergénérationnelle, parce qu'après tout, nous allons laisser cette planète à nos jeunes à un moment donné. Donc nous devons transmettre à ces générations futures le potentiel du vivant et cette valeur du vivant. C'est crucial si nous voulons inspirer des actions positives. Et les programmes de l'UNESCO vont continuer à appuyer le cadre post-2020 et ce mouvement vers la collaboration, vers la solidarité. Nous allons travailler avec Elisabeth et son équipe. Cette réconciliation entre l'homme et la nature, la préservation de l'harmonie des écosystèmes, la justesse, l'équité entre les générations, oui, ça c'est l'avenir. Et nous allons coopérer avec vous tous et surtout avec Elisabeth et son équipe pour réaliser ces objectifs. Merci beaucoup Shamila. L'importance de la relation entre l'homme et la nature, l'importance pour la biodiversité de cette relation. Quelle est la nature que nous voulons à l'avenir? Voilà donc des questions clés d'un point de vue humain. Et générer un mouvement, créer un mouvement dans lequel les gens pourraient partager leurs valeurs, où on pourrait profiter de la diversité des valeurs pour créer un monde qui vit en harmonie avec la nature, c'est exactement ce que nous promouvons. Et soyons optimistes, peut-être que cette crise va nous inciter
à accélérer ce mouvement et trouver vraiment le moyen de vivre en harmonie avec la nature. Serge, tout ce débat sur les valeurs, le rôle des humains dans la bonne gestion, peut-on prévenir? Can we prevent the next pandemic? And if yes, what is the right approach to prevent the next pandemic? Well, that's a difficult question. And there are two ways of answering. There's the pessimistic way of answering and the optimistic way. The pessimists are those who go hide behind technology and innovation, and they prepare for the worst. We look at all of the viruses of all species. You use artificial intelligence to try to predict where the next pandemic will start. You monitor, of course, you have to monitor wild fauna and domestic animals as well, and even human beings. And we can even prepare for the worst by doing manipulations, genetic manipulations, and ending up with a virus that will kill everyone. Even though it might already exist in nature, we might end up creating it ourselves. So that's you prepare for the worst, but you end up never being completely prepared. But then there's the more optimistic scenario. The optimistic scenario is to consider that the right question is not to ask where and when the next pandemic will occur, but rather we should ask ourselves what are the socioeconomic systems that are resilient to the emergence of pandemics. And together with some colleagues, we've tried to create a socio-ecology, and that really means what? To rethink the vision that we have in terms of habitat, the relationship between men and animals. Where is the dynamism in time and space of that? What are the appropriate territories for each? That also means that you need to work differently. You need to work differently with communities and local governments. You put in place a scientific multidisciplinarity, but also a multi-knowledge, the plurality of knowledge, connecting the lab-based scientific knowledge with the knowledge of people in the field. Often the former is much too complex and the latter don't listen to the former. But you need to have this multidisciplinarity of knowledge. And on that basis, you can really start to work. Well, how do you do it? You also need clearinghouses or observatories. And I think that we have that at UNESCO. We have Man in the Biosphere. We have various other programs that need to be taken advantage of. But we also need to redefine health, and that's where the WHO comes in. Health isn't just the absence of disease, it's also well-being. And so you need to work more on the ethics of such values. Perhaps that's very utilitarian, but human well-being needs to be based on a more global index of human well-being than just the economic. Well, thank you very much. Perhaps I can come back to the rest of you and see about the conclusions. Are you, Serge, more optimistic or pessimistic? Well, I'm very optimistic because of youth, because of young people. I teach in Asia. I sometimes teach in other countries other than France. We have young people who are absolutely unbelievable. My generation is the generation that destroyed everything,
It's the tremendous economic development. We're leaving behind a world that is in very bad shape. It's in terrible shape, but they're aware of this. They're aware of this and they want to change it. They want to change it to make it fit to them. And this is something that I encounter in all socioeconomic systems. And they are so good, they're so kind, that they're prepared to pardon my generation for having destroyed everything. And it's the first time in all of the various interviews that I've had, very local with suburban television channels and so on, there is this tremendous ferment of new ideas, be they urban, rural, or suburban. There are all sorts of things happening in France, elsewhere in Asia, and perhaps that's what we need. Rather than having we need more communication networks so we learn about what other people are doing. And a third positive point is that all civil servants in healthcare, in research, in education, in agriculture, and in international relations, there is a growing awareness of the fact that there is this global work that needs to be done, and that makes me more optimistic. Thank you. Thank you very much, Serge, for that positive message. Elizabeth, a concluding word. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Oui, Elisabeth, une dernière question en guise de conclusion. Serge nous a donné quelques exemples très concrets qui l'inspirent à être optimiste. Et vous pensez que nous pouvons encore avoir de l'espoir ensemble? Effectivement, je pense que oui, il y a de l'espoir. Premièrement, parce que même si notre COP a été retardé jusqu'à l'an prochain, nous avons quand même continué à mener des échanges importants qui avaient été planifiés, pas face à face, mais virtuellement. Cela continue, surtout les réunions plus petites d'experts, les groupes de travail, tout ceci a continué, donc il y a une dynamique qui reste en place. Nous savons aussi que le président de l'Assemblée générale en septembre va convoquer un sommet sur la biodiversité en marge de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce sera fin septembre, 22-23. Et nous espérons que ce sommet va donner une occasion unique pour accélérer l'action sur la biodiversité pour le développement durable. Et cela va permettre aussi à alimenter le travail que nous allons faire l'an prochain, parce que si les chefs d'État et de gouvernement se réunissent à haut niveau, ça va leur donner et nous donner une meilleure idée de ces problèmes auxquels nous sommes confrontés grâce à cette mauvaise relation entre l'homme et la nature. Donc je pense qu'on peut être optimiste, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Merci beaucoup, Elisabeth. Je vais poser la même question à Eduardo. Pouvez-vous partager avec nous les raisons qui vous inspirent à rester optimiste? Bon, tout d'abord, je voudrais reconnaître le fait que les interventions précédentes ont été excellentes. Oui, je suis optimiste, mais je suis en même temps réaliste. Je pense que nous sommes confrontés à un équilibrage très difficile. Nos objectifs doivent être ambitieux. Nous devons essayer vraiment de transformer, de changer le trajectoire de l'homme, de l'humanité. Mais en même temps, il ne faut pas sous-estimer la vulnérabilité des grands groupes de population actuellement et pendant encore des années à venir. Et il faut prêter attention à ces besoins immédiats et être sûr de rester socialement responsables.
Mais en même temps, il y aura une grande force d'intérêt particulier qui ont agi, qui vont continuer à agir pour extraire des ressources, envahir, comme au Brésil, des zones autochtones et profiter des subventions pour la récupération économique pour le faire encore plus. Donc voilà deux objectifs sur lesquels il faut se concentrer d'une façon très claire. Il faut être vigilant parce qu'il y a des gens qui souffrent dans beaucoup des parties du monde. Il ne faut pas les oublier, on n'a pas le droit de les oublier. Mais plus largement, je pense que nous sommes confrontés à une opportunité unique. Nous pouvons confronter le modèle mental, le modèle culturel qui est à changer. Cette dichotomie entre la culture et la nature. Nous avons tous accepté, nous avons refusé de voir cette interconnexion qui fait partie de nos vies quotidiennes. Cette pandémie nous montre jusqu'à quel point nous dépendons des ressources qui sont produites ailleurs, les ressources, parfois nous ignorons les ressources qui sont à côté de chez nous. Nous sommes vraiment très fragiles, donc c'est une occasion pour nous de casser, de briser cette dichotomie qui sépare la culture de la nature. Non, il y a une interdépendance entre les deux. Et une autre dichotomie toujours très présente, c'est la dichotomie des différences culturelles. Nous pensons de la culture d'une façon qui souligne les différences. Mais en fait, la culture, c'est ce que nous partageons tous. Et nous avons tous les mêmes besoins. Nous sommes les mêmes. Nous, biopsychologiquement, nous sommes égaux. Donc, si on casse ces dichotomies, si on les brise, si on arrive à comprendre jusqu'à quel point nous sommes fragiles et vulnérables, ça va nous permettre de changer nos mentalités d'une façon qui nous permettrait de bâtir, de mettre en place un nouveau contrat social fondé sur l'empathie les uns pour les autres comme valeur essentielle. Et nous devons retrouver cette empathie dans le sens le plus authentique pour qu'il n'y ait plus ces inégalités et cette destruction de la nature. Donc je suis optimiste, mais il y a beaucoup à faire pour arriver à l'objectif. Merci, Eduardo. Donc, réaliste optimiste, il y a des actions immédiates à mettre en place. Et il y a aussi beaucoup de solutions, beaucoup d'alternatives, beaucoup d'espoir. C'est encore quelque chose que le panel nous a dit. Je voudrais donner la parole maintenant à Shamila pour qu'elle nous dise pourquoi elle est, pourquoi vous êtes toujours optimiste, je l'espère. Merci beaucoup, Elisabeth. J'écoute nos intervenants distingués aujourd'hui et je dois dire que cela me réchauffe dans l'esprit et dans l'âme qu'il y a encore cet optimisme. Nous, à l'UNESCO, nous voyons d'une façon optimiste aussi le paradigme futur et venant de la perspective des sciences naturelles, parce que c'est ce que je fais ici à l'UNESCO. Je suis tout à fait d'accord avec Edouard, avec Serge, avec Elisabeth, qu'il faut mettre ensemble toutes les parties prenantes dans un dialogue multidisciplinaire, transdisciplinaire, pluridisciplinaire. Donc il faut voir comment nous pouvons réorganiser notre rapport avec la nature. Et moi, je suis très optimiste. Je pense que les êtres humains sommes des agents de changement positif. Nous avons des valeurs partagées. Nous pouvons créer ensemble l'avenir avec les jeunes et surtout pour les jeunes.
Nous devons mobiliser nos partenaires un peu partout dans le monde, dans tous les ministères, dans tous les secteurs, pour donner autant d'importance à la biodiversité qu'au changement climatique. Nous pouvons voir la biodiversité tous les jours. Nous mangeons des plantes, nous mangeons des animaux, nous voyons des arbres, des fleurs. Nous devons donc nous réunir, nous mettre ensemble, parce que la biodiversité, c'est la vie. Et nous faisons partie de cette vie. Il ne faudrait pas qu'on se sépare de la nature. Nous faisons partie de la nature. Donc, si nos solutions sont dans la nature, c'est le thème de la journée cette année, unissons-nous et créons une coalition pour la nature. Et moi, je demande cette dynamique dans le monde. Réorganisons notre relation avec la nature. Si nos solutions sont dans la nature, créons une coalition pour la nature, et si nous le faisons ensemble, oui, nous pouvons. Merci à vous tous. Je crois sincèrement que l'être humain est un agent positif de changement. Et merci beaucoup, Elisabeth, de nous avoir donné cette occasion d'être en partenariat avec la Convention. Merci Imbes, merci Eduardo, merci Serge. Oui, les scientifiques sont importants. Construisons cette solidarité avec la nature pour l'avenir. Merci, Shamila. C'est un appel pour partager sur la base des valeurs communes, partagées, et de tenir compte de ce qui a été dit par ce panel. Il y a des solutions. On peut créer quelque chose. Ça a été dit dans l'évaluation de l'IBES. Il y a des recommandations concrètes quant à la meilleure façon de transformer. Il faut des leaders, il faut des champions, il faut la mobilisation des jeunes, parce qu'ils ont aussi besoin de nous et ils voudraient agir avec nous. Tout ceci a été brillamment résumé par Shamila, comment mettre ensemble toutes ces forces, et je pense que l'UNESCO va jouer son rôle dans les semaines et les mois à venir à cet égard. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ce panel. Je voudrais qu'on puisse continuer, mais la conversation vient de commencer et il faudra qu'elle soit aussi traduite, transformée en action. Nous avons besoin d'agir pour un changement immédiat et il faut s'adresser à des questions clés. Les valeurs ont été mentionnées plusieurs fois et il y a un panel spécifiquement sur les valeurs. Je vous invite à suivre ce qui sera dit par ce panel. Restez en sécurité, en bonne santé. Thank you very much, and see you soon. Goodbye for now.